Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure sur comment libérer votre potentiel et celui de votre équipe. Alors c'est un titre un petit peu teasing, hein, vous allez voir. On va vite lever le voile. Et avant de lever le voile, bah, on va parler d'ICF. Et puis après, on va se pencher sur les besoins essentiels des collaborateurs. Alors collaborateurs, c'est au sens large, hein, ça peut être aussi les nôtres, hein. Mais là, j'ai fait le choix de faire une présentation qui avait un peu plus de perspective, qui allait jusqu'au niveau des organisations. Mais l'organisation commence par soi. Et quand on est entrepreneur, bah, ça commence aussi par soi. Comment manager par les talents, donc pour améliorer la performance, que ce soit soi et ou les autres dans l'organisation. Quelle est la stratégie pour le faire sur une échelle qui va jusqu'à l'échelle de l'organisation? Et puis après, un temps de questions-réponses. Alors, la Fédération internationale de coaching, ICF, pour celles et ceux qui la connaissent pas, donc, donc nous, on est rattaché à la France, hein, qui est un des chapitres de la Fédération internationale de coaching, qui regroupe plus de 60 000 coachs adhérents dans le monde. Il y en a plus qui sont en lien avec ICF, puisqu'il y a aussi des personnes qui sont certifiées, qui ne sont pas forcément adhérentes, et ce, dans plus de 160 pays. La vision qu'ICF défend, c'est un monde où le coaching fait partie intégrante de la transformation des sociétés. Et sa mission, c'est de promouvoir l'excellence, l'impact et la valeur du coaching dans le monde entier. Et le fait, effectivement, de choisir un coach qui est adhérent et en plus certifié ICF, eh bien, pour les entreprises, c'est un atout. Et je vais vous expliquer pourquoi juste à présent. En France, pour information, on est plus de 1700 et en Île-de-France, on est entre 550 et 600. Donc, vous avez des informations qui sont disponibles sur coachingfederation.fr si vous souhaitez approfondir ce volet. Alors pourquoi c'est particulièrement différenciant de travailler avec un coach professionnel qui travaille dans le sens et qui va dans le même sens que ICF, donc au travers tant son adhésion que sa certification, c'est que ICF euh, a créé depuis pas mal d'années un référentiel de compétences. Donc aujourd'hui, tout tourne autour d'un référentiel de 8 compétences du coach professionnel qui décrit vraiment quel est l'attendu de ce coach et également un code déontologique et éthique qui est à respecter puisque chaque adhérent s'engage à se référer au référentiel de compétences et à suivre le code déontologique et éthique. Et un coach ICF, il prouve sa compétence et son professionnalisme par les certifications qui viennent valider un nombre d'heures de formation, un nombre d'heures de pratique professionnelle, le fait d'avoir été mentoré à un niveau de pratique et technique professionnelle qui est attesté par la validation d'enregistrement de coaching par ses pairs qui sont formés à cette évaluation spécifiquement, et également la réussite d'un examen de certification qui se fait exactement dans les mêmes conditions que le passage d'un baccalauréat. Donc, ce sont tous ces critères-là qui permettent d'accéder à une certification qui est renouvelable tous les 3 ans, et pour qu'elle soit renouvelée, ben, le coach doit prouver comme quoi il a continué à se former, se faire mentorer et ou superviser. Donc, il y a 3 niveaux de certification ECF, un pour au moins 60 heures de formation et 100 heures d'expérience professionnelle, un pour au moins 125 heures de formation et 500 heures d'expérience professionnelle, et un autre pour au moins 200 heures de formation et 2500 heures d'expérience professionnelle. Et tout ça, à chaque fois, est validé avec les écoutes, de prouver comme quoi on a cette expérience professionnelle, le fait d'avoir été mentoré spécifiquement, de faire valider des enregistrements, etc. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la Semaine internationale du coaching, donc qui est organisée depuis 1999. Cette année, c'est du 12 au 18 mai, donc on est l'avant-dernier jour. Et le but, c'est de faire découvrir le coaching professionnel, son efficacité et son impact, eh bien, à tous ceux qui sont bénéficiaires et prescripteurs de coaching. Cette année, le thème, c'est inspirer, transformer, se développer. Et donc, vous retrouvez tous les événements de cette semaine du coaching pour la France sur icw.coachingfederation.fr.
Il y a encore quelques événements aujourd'hui. Demain, j'ai plus en tête, mais il me semble qu'il doit y en avoir au moins un, et notamment euh, des coachings découverts. Donc, si vous ne connaissez pas le coaching, ben, c'est le moment d'expérimenter ce que c'est qu'une session de coaching professionnel. Donc, on a des coachs qui offrent gracieusement pour cette semaine internationale du coaching un rendez-vous de 30 à 45 minutes. Donc, c'est une session courte, mais qui permet déjà de travailler sur votre sujet. Et du coup, bah, vous pouvez prendre rendez-vous sur rdv.traft avec deux f.com pour pouvoir trouver coach et rendez-vous qui vous conviennent avec vos horaires. On va rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, un petit mot sur l'entreprise Gallup dont je vais parler plusieurs fois, c'est parce que bah, une partie des informations et des données que je vais évoquer dans cette présentation sont fournies par l'entreprise Gallup. Il y a aujourd'hui plus de 30 millions de personnes dans le monde qui ont utilisé l'identificateur de talent Clifton Strand, qui est donc un des sujets qui est fait par Gallup, parce qu'ils sont par ailleurs également connus comme c'est un grand institut de sondage aux États-Unis. Et ils ont quelques autres produits aussi qui tournent autour des collaborateurs dans l'entreprise. Gallup a interviewé quasiment 43 millions d'employés à travers le monde ces 30 dernières années et du coup a mené beaucoup d'études et démontré ou mesuré, évalué, des fois avec des avant-après, eh bien justement, qu'est-ce qui se passait dans, on va dire, la tête des collaborateurs dans les entreprises et ceux dans le monde entier. Ce qui est extrêmement précieux parce que comme bah, ils sont devenus aussi un institut de sondage, ils font des études qui sont extrêmement précises et qui permettent d'objectiver complètement soit là où on en est. Ils font pas mal d'études à l'international avec des déclinaisons par pays et peut-être que vous avez déjà vu des retours de leurs études, notamment sur l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. C'est un peu les thématiques de ces dernières années et ça fait peur, mais aussi de pouvoir objectiver quelle différence ça peut faire quand on procède différemment dans l'entreprise avec les collaborateurs. Et vous allez voir, j'ai utilisé quelques données chiffrées pour vous donner à, à sentir quel impact ça peut provoquer. Donc leur site web, gallup.com. Aujourd'hui, toutes les organisations bah, doivent prêter attention à plusieurs sujets. Vous avez le phénomène de la grande démission. Euh, Beaucoup de collaborateurs quittent leur entreprise pour avoir plus de sens ou parce qu'ils sont en perte de sens, pouvoir se développer, avoir plus d'autonomie, de flexibilité. Aujourd'hui, quand je discute avec les chasseurs de tête, ils restent étonnés, mais parce que ça vient faire un frein à l'embauche, évidemment, du nombre de personnes qui disent, ah, mais il y a combien de jours de télétravail? Ah, bah, c'est moins que ce que j'ai aujourd'hui, donc je ne veux pas continuer votre processus. Donc, c'est des choses effectivement, il y a une transformation en profondeur de la société sur tout un ensemble de choses. Et voilà, j'ai partagé tout à l'heure comme quoi je suis souvent en Asie. J'ai pu constater également en Asie, qui fait que à un moment, je pouvais me poser la question si ça touchait surtout l'univers occidental, mais en fait, non. Il y a vraiment des transformations sociétales en profondeur, certes, qui ont pu s'amplifier aussi avec bah, les événements qu'on a vécus ces dernières années, du type le Covid, avec le fait de devoir rester chez soi, ou en tous les cas des situations qui étaient inimaginables. Mais je pense également au travers, eh bien, on parle des évolutions des jeunes, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Mais en même temps, force est de constater que nous-mêmes, en tous les cas, peut-être que vous allez avoir des choses qui vont faire écho chez vous. Vous-même, il y a peut-être 10 ans, vous pensiez d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles vous ne pensez plus de la même manière. Et on va voir s'il y a justement des choses qui font écho chez vous. Une des choses qui est souvent importante pour des organisations, en tous les cas, bien souvent, c'est
améliorer la fidélisation, puisque effectivement les coûts de recrutement, les coûts de formation, les coûts d'acculturation à la culture d'entreprise ben, sont importants et que souvent la fidélisation est bien moins coûteuse et donne des meilleurs résultats. Certaines entreprises qui aimeraient avoir plus de turnover, mais on va laisser ça là de côté. On va s'intéresser à la majorité. Tout ce qui est relatif à la flexibilité, puisque ben, j'en parlais hein, sur le télétravail, euh, tout ce qui est d'avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le management aussi bah, qui se cherche au travers ça, que ce soit dans les modalités de collaboration, mais que ce soit aussi dans les évolutions des attendus avec les collaborateurs. Donc sur le bien-être, bah, bien sûr, c'est devenu quelque chose de crucial dans certaines organisations, celles en tous les cas qui cherchent à fidéliser leurs collaborateurs, puisque bah, là-dessus, l'axe principal, c'est d'améliorer le bien-être du collaborateur pour qu'il puisse, en étant épanoui, donc en ayant, on va dire, le moins de résistance possible avec des choses qui viennent le chatouiller dans son travail au quotidien, bah, c'est une des conditions qui va lui permettre de s'exprimer au mieux. Tout ce qui est relatif au stress et à l'épuisement professionnel, bon, ça, c'est des choses qui datent pas d'aujourd'hui non plus, mais évidemment, plus vous êtes dans le stress, alors il y a des études qui ont montré qu'il fallait un petit stress minimum, on va dire. Ça, je dirais que ça dépend des individus. Il y en a qui, même avec un petit stress, vont se sentir euh, comment dire, en moins bonne, enfin, et vont donner des moins bonnes performances que s'ils étaient justement sans stress. Mais de toute façon, tous les excès de stress ont une tendance à nuire, et bien sûr avec tous les excès du type burn-out, etc. Et bien sûr, la relation entre le collaborateur et son management et avec la direction. Une des choses qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, plus ça va, moins, on va dire, le schéma qu'on pouvait avoir il y a encore quelques dizaines d'années de on doit obéir au chef et c'est normal, alors, qui est un système, on parlait de gouvernance tout à l'heure, puisque c'est des sujets qu'on aborde souvent avec Stéphane. En gouvernance, le système hiérarchique est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il est simple à transmettre. Et en plus, la plupart d'entre nous avons été énormément éduqués dans ce sens quand on était petit, que ce soit au travers l'obéissance aux parents, que ce soit au travers l'obéissance à l'injonction d'apprentissage et aux professeurs. Donc c'est facile, entre guillemets, d'aller dans ces directions. Par contre, là, au niveau de la société, au sens large, c'est en train d'aller dans un autre sens que juste de rester sur ce que j'ai l'habitude d'appeler des organisations triangles pour faire la différence avec les organisations en rond, qui sont des organisations beaucoup plus contributives, participatives. Alors peut-être justement que vous allez vous reconnaître à ce que avant, bah, vous étiez plutôt attaché à ce que, à combien vous étiez payé et peut-être aujourd'hui être peut-être plus en lien avec le sens, avec ce sur quoi je contribue. Avant à réussir mes objectifs et aujourd'hui à comment est-ce que je me développe. Avant, ben, on vient d'en parler, suivre les directives de mon chef et aujourd'hui être beaucoup plus sur l'inspiration de mon manager ou de mon organisation qui m'aide à grandir. Les entretiens individuels qui étaient un peu sous forme presque, on pourrait dire, d'examen des fois, à des échanges réguliers avec son manager et voire même une attitude de le pousser et de l'amener à continuer à se développer et à apporter le meilleur. Avant, on était, et on a été formé hein, dans ce sens, puisque on était toujours avec ce système de notation et de voir là où j'étais pas bon. Et souvent, on me disait pourquoi tu n'es pas bon là plutôt que pourquoi tu es bon à cet endroit. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le développement de ses forces, le fait de s'appuyer sur ses forces. Et pour finir, je m'épanouis dans mon travail versus je me réalise dans ma vie. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve de manière extrêmement forte dans les nouvelles générations. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez dans certaines de ces modifications? Ou est-ce que avant vous étiez comme ci et maintenant vous êtes comme ça?
Nathalie, tu voulais partager? Mhm. Oui, je me retrouve, oui. C'est vrai qu'on évolue avec notre temps et puis on se rend compte que, bon, maintenant, je n'ai plus 20 ans, hein, j'arrive à quand même à 9 ans, mais c'est vrai qu'on a une autre philosophie de vie. C'est ça, c'est ça. Néanmoins, la réalité nous ramène quand même toujours à ce besoin financier aussi. Mhm. euh, la vie est de plus en plus compliquée. Quand on a des enfants, il faut assumer derrière. On n'est plus au franc, quoi. On est d'accord, et en même temps, on voit de plus en plus, et je dis pas que c'est tout le monde, mais en tous les cas, ça Mhm. pèse de plus en plus fort dans la balance pour certains, et voire même ça amène à des choix radicaux entre Oui, à sens différents. Et il y a plein de personnes qui vont choisir quelque chose de moins bien payé, mais qui a beaucoup de sens, que quelque chose de oui, de mieux payé, qui n'a pas ou beaucoup moins de sens. Et oui, ça, tout à fait. c'est vraiment un gros coup de pied au cul qu'on se prend au niveau de Oui, beaucoup d'entreprises, hein, oui, qui oui, disent, oui. mais c'est quoi ces jeunes? Et on va chercher Oui, les explications là où elles ne sont pas. Sur, ils ont été oui, trop gâtés, on a été trop laxiste dans leur éducation, etc. oui. C'est pas là où ça se pose. Mais c'est vrai que c'est là où on retrouve la différence intergénérationnelle, la réflexion est totalement différente. Moi, je suis entourée dans ma famille, il y a quand même, j'ai beaucoup de jeunes, on va dire, de 35 ans, qui sont tous maintenant parents. Et quand je les écoute, ils sont tous sur la même longueur d'onde. C'est vraiment l'équilibre familial, avant tout, et le sens du travail. Après, l'effort, ils sont capables de le donner. Absolument. Ils sont Mais pour quelque engagés chose qui vaut et la peine. oui, pour quelque chose qui vaut la peine. Sinon, ils décrochent. Même s'ils sont très bons, ils vont se mettre quand même en danger parce que certains peuvent démissionner de leur poste Absolument. pour trouver autre chose. Alors là, c'est vrai, on rentre dans une période compliquée, comme on disait tout à l'heure, d'instabilité, stress, etc. Et je n'ai accompagné quelques-uns en tant que sophrologue parce Mhm. que mes week-ends, quand je vais les voir, ben, c'est pour les aider à retrouver un sommeil, on va dire. Mais c'est assez surprenant. C'est assez C'est ça. surprenant. Et du Et c'est vrai coup, que notre génération on n'a pas été programmé comme ça. ben, c'est ça. Et Ouais. des fois, nous-mêmes, on est en train de se transformer dans ce sens. Oui, Et en même temps, ben, il y a des fois, si on voit nos enfants, on a envie de leur dire, mais quand même, des fois, tu pourrais faire un effort. Mais effort que oui. nous-mêmes, finalement, au fond de nous-mêmes, on n'a plus non plus envie de donner, puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont ailleurs et que d'autres voies sont possibles. Et du Mm, coup, aujourd'hui, bah, les entreprises, finalement, n'ont plus d'autres moyens que de s'intéresser au développement du collaborateur, au fait de le faire grandir, au fait de faire partie de sa vie. Et vous verrez une petite métaphore qu'on a utilisée à la fin là, de la présentation sur la relation entre le manager et son mm, collaborateur. mm, Parce que les questions qui se posent aujourd'hui ne, ne- ne laissent plus d'échappatoire, quoi. mm, Et du coup, on voit que quand on s'intéresse aussi à ce que partagent les collaborateurs, quand au travers, bah, je vous parlais des études de Gallup, et ça c'est aussi des résultats qu'ils ont identifiés. Enfin, ce sont les résultats qu'ils ont identifiés. Par exemple, ils ont pu voir que 47% des collaborateurs déclarent avoir reçu des retours de leur manager quelques fois par an au cours de l'année passée. mm, Et on se dit, bah, c'est quand même fou, quoi, enfin, on n'est pas avec un robot qui est juste en train de travailler dans son coin et qui doit être assis à son bureau et faire des choses. ChatGPT existe maintenant pour ça, hein, mm, ou tous les autres IA, quoi. 19% reçoivent un retour de leur manager une fois par an. C'est fou. mm. Non, vous trouvez pas? Enfin, moi, je trouve ça Je sais. complètement dingue, quoi. C'est qu'en fait, d'un côté, on peut voir des personnes qui ont des choses sur lesquelles nous, on n'est pas encore, et on peut, en tous les cas, se pencher dessus pour se poser des questions. Mais par ailleurs, on voit que les comportements dans les organisations laissent aussi quand même à se poser des sérieuses questions. Mm. Et du coup, un tiers seulement s'entendent à dire que leur manager sait sur quoi il bosse.
Alors non pas dans le côté curieux, mais dans le côté quand même interaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin c'est un peu comme si vous ne saviez pas ce que vos enfants font, quoi. Alors une fois qu'ils deviennent indépendants et puis selon le rythme, mais quand vos enfants sont à la maison, vous savez quand même un petit peu de ce qui se passe dans leur vie. Mm. C'est un peu comme si vous aviez un tiers seulement des enfants disent que leurs parents ne savent pas ce qu'ils font dans leur vie. Non, mais tout le monde dirait, mais c'est incroyable. J'ai une question, Vas-y, Cédric. vas-y. Est-ce que la question aussi, alors effectivement, il y a la question de la qualité du mindset du manager, voilà, Mhm. qui réalise pas combien c'est important. Voilà, par rapport à vos missions en entreprise, à toi et Stéphane, est-ce que aussi la charge de travail que donne le N+2 au manager n'impacte pas tant ses possibles temporels que ses volontés humaines? Parce que souvent, ce qui se passe quand on devient manager, on garde sa charge de travail d'opérationnel et en plus, on a la chance d'avoir du management. Donc, eh ben, D'accord. voilà. Ça peut arriver. Néanmoins, je pense que un des éléments d'influence est peut-être la culture d'entreprise. Comment vont agir les managers de managers? Et donc après, on va être dans le mimétisme de ce que on voit se faire, de ce qu'on vit, qu'on va reproduire. Ça, je pense que c'est une des grosses choses. Mm. Après, si on est manager et qu'on n'est pas attentionné sur les relations humaines, je serais tenté de dire, on n'a peut-être pas trouvé sa place. Certes, il y a encore beaucoup d'entreprises, d'organisations dans lesquelles, parce que c'est pas que des entreprises, hein, c'est beaucoup plus large que ça, qui valorisent, entre guillemets, le management, mais par exemple pas l'expertise. Et du coup, on a aussi des personnes qui, des fois, vont se diriger dans la voie managériale, pas parce que ça fait partie de leur envie, pas parce que ça fait partie de leur ADN, pas parce que ça fait partie de leur talent, je serais tenté de dire, mais parce que c'est la seule voie de valorisation qu'ils ont pu identifier autour d'eux. Mais du coup, ça fait des erreurs de casting qui ne vont pas encourager ça, évidemment. Parce que ta charge de travail, si tu veux, à partir, enfin, il vaut mieux, tu sais, tu as, des études même sur la relation entre parents-enfants qui ont été faites sur le temps d'attention qu'il peut y avoir, etc. C'est pas tant la quantité, mais la qualité qui va être faite à un instant donné. Et le fait de prendre 5 minutes avec chacun de tes collaborateurs, personne a 300 collaborateurs en lien hiérarchique direct, tu vois. Donc le fait de passer 5 minutes avec chacun au moins une fois toutes les 2 semaines, déjà t'exploses tous les chiffres que je viens de partager, tu vois. Et juste de l'attention sincère, hein, sans avoir une technique ou autre. Ah, c'est quoi tes sujets en ce moment et comment ça se passe? 5 minutes. Il n'y a pas besoin tu vois, de trucs de dingue, passer 3 heures avec chaque collaborateur. Alors oui, il y a des écoles, enfin des écoles où souvent il est recommandé de prendre 30 minutes avec tout à chacun chaque semaine. OK? Et en même temps, si finalement tu as 20 collaborateurs, ce qui est un peu souvent le haut du panier, il y en a beaucoup qui sont bien en deçà de ça, finalement, ça, entre guillemets, ça représente que 10 heures dans ta semaine, soit 2 heures par jour. Alors bien sûr, c'est toujours 2 heures, mais tu vois, je te prends vraiment un haut du panier, hein. Je le fais avec le haut du panier. Voilà. Oui, merci en tout cas. Alors, un intérêt, donc là, je vais vous partager le référentiel que j'utilise, qui est Gallup et Clifton Strand. Pourquoi ce référentiel? Parce que dans l'identification des talents, donc les talents étant la manière dont on va faire les choses, je vais y revenir un petit peu après. C'est aujourd'hui ce que je connais de plus qualitatif. J'en ai essayé d'autres. Ils sont bien en deçà. L'histoire de Gallup, ça a été, il y a une quarantaine d'années, ou peut-être un peu plus maintenant, d'étudier pourquoi les gens avaient de l'excellence. Donc c'est aussi un sujet, moi, qui m'intéresse depuis très longtemps, la modélisation de l'excellence. Et dans cette étude, ils ont remarqué des choses qu'ils retrouvaient chez certains et pas chez d'autres, et inversement. Et petit à petit, un travail très important, eh bien, ils ont identifié
des comportements. Et ces comportements, bah, ils ont rangé en petites familles, et aujourd'hui, qui représentent 34 talents. Alors, un talent, c'est un mode de pensée, un sentiment, un comportement naturel qui peut être appliqué de manière prédictive parce que c'est vraiment dans notre comportement de base. C'est un peu comme si c'était nos notes de musique à nous. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, on va avoir tendance à utiliser nos notes de musique pour en faire une mélodie. Alors, je dis on va avoir tendance à utiliser parce qu'en fait, il y a des fois, on va chercher à utiliser un non-talent. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on utilise un de nos talents, bah, généralement, on va donner quelque chose de bon, voire d'excellent. Et quand on va essayer de s'appuyer sur un non-talent, c'est là où généralement on va donner quelque chose sur lequel on voit que ça aurait pu être nettement mieux, parce qu'on s'appuyait sur notre faiblesse au lieu de s'appuyer sur nos forces. Voilà. Nos talents, c'est aussi appelé les strengths, les forces. C'est vraiment le meilleur de nous. Et sur lesquels, bah, au travers les 34 dont je parlais, donc pour certains, ça peut être le fait d'initier facilement une conversation avec un ou une inconnue et de repartir de cet endroit où on connaissait pas grand monde ben, en étant, entre guillemets, identifié par une grosse partie de ceux qui étaient là et parce on a pris du temps avec chacun pour les rencontrer. Ça peut être aussi une manière de penser avec une certaine structure. Ça peut être de trouver facilement des sorties au labyrinthe dans lequel quelqu'un se sent enfermé, avoir des satisfactions à exécuter des tâches, etc., à apprendre. Donc là, juste pour l'exercice, je vous partage ces 34 talents. Alors, bien sûr, ça utilise des mots. Le talent a une définition qui lui est propre, hein. Ce sont des mots qui font partie du dictionnaire de la langue française. On est d'accord. Il y en a qui sont assez proches de la définition qu'il y a derrière. Il y en a des fois, bah, c'est bien. Par exemple, je vous ai parlé de cette facilité de rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Bah ça, c'est quelque chose qui, dans les talents, s'appelle le talent charisme. Bon, bah, des fois, les gens vont penser à charisme sur ce que quelqu'un va dégager comme aura. Là, c'est plutôt cette facilité de connecter avec quelqu'un. Ça se présente bah, sous forme de QCM et ce QCM, 170 paires d'affirmations qui vous sont présentées et sur lesquelles, eh bien, au travers toutes ces réponses, ça va vous donner un résultat et sur lesquels je ne sais pas combien, on a accompagné plusieurs centaines de personnes. Systématiquement, les personnes vont s'y retrouver. Des fois, vont être un peu surprises hein, avec une réaction plus ou moins vive. Ça peut arriver. Mais une fois qu'elles ont dépassé cette première réaction et qu'elles commencent à vraiment observer ce qui se passe dans leur vie, finalement, elles se rendent compte qu'effectivement, ça fait partie de leur comportement, qu'elles n'avaient pas forcément vu, mais qui est présent. Et donc, on va toutes et tous particulièrement utiliser nos 10 premiers talents sur les 34. Alors, je vous partage ce référentiel parce que quand on utilise un référentiel commun, il y a d'autres méthodes hein, qui permettent de commencer à utiliser les talents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'appreciative inquiry, par exemple, qui est une méthode que j'utilise aussi, sur laquelle on va faire émerger les talents des vécus des collaborateurs. Chacun va les nommer avec ses mots, à sa manière. Là, l'intérêt avec le référentiel Clifton-Strand de Gallup, c'est que on va utiliser des talents qui sont étalonnés et on va tous avoir le même vocabulaire. Ce qui fait que quand on va parler du talent charisme, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, tout le monde va savoir, à partir du moment où on s'est acculturé, tout le monde va savoir à quoi on fait référence. Soit parce qu'on a ce talent-là, soit parce que quelqu'un d'autre, par exemple, dans l'entourage, dans notre équipe, que ce soit aussi notre associé, hein, puisqu'on peut faire aussi des choses très particulières entre les associés d'une entreprise, eh bien, ça va permettre de savoir effectivement qu'est-ce que ce talent a comme avantage et du coup, par rapport à une situation, quel est le ou les talents qui sont les plus intéressants à utiliser et composer avec bah, justement les siens. Qu'est-ce qu'on fait si des fois on n'a pas le talent qu'il nous faudrait?
Mais quand on a d'autres personnes autour de soi, eh ben, c'est justement aller s'appuyer sur les talents des autres pour les mettre à contribution de ce qu'on cherche à faire. Alors, 30 millions, je sais, je suis pas retourné voir sur le site de Gallup, mais j'ai vu passer un email cette semaine où je crois que ça a encore largement dépassé les 30 millions. Euh, ça, il y a, ça décrit une manière de faire de quelqu'un de manière extrêmement précise, puisqu'en fait, vous avez une possibilité sur 33 millions d'avoir le même top 5, sachant qu'on utilise principalement le même top 10. Et même top 10, je crois que c'est une chance sur 4 milliards. Et si en plus on considère qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on va les exprimer de manière un peu différente, ben, on peut se dire que chaque être humain sur cette planète, entre guillemets, a sa combinaison qui lui est propre. Donc, comme c'est un référentiel, entre guillemets, qui est posé, ben, ça permet, entre personnes qui travaillent ensemble ou qui collaborent, de pouvoir échanger en parlant de la même chose, donc notamment entre les collaborateurs et les managers. Et du coup, bah, ça facilite effectivement comment travailler ensemble, comment inviter l'autre, à que ce soit sur une situation passée, sur quel talent tu t'es appuyé, ou une situation à venir, et sur quel talent tu pourrais t'appuyer, que ce soit les siens ou celui des autres. Et du coup, bah, ça nous rend aussi de plus en plus conscients de là où est notre force pour nous amener à mettre notre effort ou notre direction en s'appuyant sur nos forces plutôt qu'en s'appuyant sur là où on est le moins bon. Alors peut-être d'ailleurs qu'entre dans votre tête, vous vous dites, mais quand même, faut quand même bosser là où on n'est pas bon, parce que oui, bon, après c'est un choix, c'est une philosophie, hein. Est-ce que je choisis de m'appuyer sur mes forces et de pouvoir donner un résultat qui est soit très bon, soit de l'excellence, ou est-ce que je choisis d'essayer de combler une faiblesse sur laquelle, au mieux, j'arriverai à être dans la moyenne? Je dis pas qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles ça vaut pas le coup, hein, parce que ça pourrait être, bah, excuse-moi chérie, mais je suis pas très bon pour changer les couches du gosse, donc c'est toi qui vas te les faire. Mais en remettant ça dans la perspective du travail, oui, le collectif permet souvent de rassembler plusieurs compétences et du coup de donner les compétences qui sont nécessaires à une situation donnée, ou en tous les cas une mission donnée, une tâche donnée. Et de les prendre, pas forcément chez soi, mais chez les personnes qui nous entourent. Alors tout ça, bah, on peut se dire, ok, c'est bien, c'est sympa, ça va peut-être vers le mieux-être, vers une attention plus portée vers l'autre, mais concrètement, ça donne quel résultat, hein? Alors on a de la chance, les Américains, ils aiment bien le concret, mesurer, et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vous présente quelques résultats qui ont été mesurés hein, par Gallup. J'ai recherché l'étude sur laquelle on avait pris ça parce que l'échantillon était colossal. Je ne sais plus combien c'était. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était de l'ordre de 5 millions. 5 millions d'individus. C'était une étude colossale qu'ils ont fait et sur lesquels ils ont pu objectiver ben, le fait qu'il y avait 18% d'amélioration de la performance, 10% d'amélioration des retours clients. Et tout ça, une partie, vous allez, si, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la symétrie de l'attention. Donc, quand on s'intéresse à la symétrie de l'attention, bien sûr qu'il y a des choses qui vont d'un seul coup devenir et paraître évidentes. C'est que rien que le fait de vous intéresser à vos collaborateurs, à ce qu'ils ont de plus beau chez eux, ben, évidemment qu'ils vont se comporter complètement différemment avec vos clients. Et ça, c'est simplement, mais en même temps, c'est quand même toute la puissance, hein, et ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, mais toute la puissance de cette symétrie de l'attention. Le turnover, on en parlait tout à l'heure, une baisse de 73%, une amélioration de l'engagement des collaborateurs et une amélioration aussi, c'est un indicateur qui est plus utilisé aux États-Unis qu'en France, et alors que je trouve qu'il est très intéressant. C'est quel est l'engagement des collaborateurs dans les actions, on va dire, caritatives que va faire l'entreprise.
Et en fait, un collaborateur qui se sent proche de l'organisation, parce qu'il y a une relation forte avec cette organisation, va beaucoup plus contribuer aux actions que l'entreprise ou l'organisation va faire vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise. Que ce soit du caritatif ou que ce soit des actions qui ont, on va dire, un impact sociétal. Donc 23% également. Alors, tout ça, c'est pas juste en passant un test. Ça aussi, je casse le mythe tout de suite. Parce qu'on pourrait dire, oh super, tout le monde, on va faire passer le test à tout le monde et puis hop, ça y est, ils vont se transformer en monsieur ou madame, plus 23% de production, ça va être génial. Eh ben non, c'est pas aussi facile que ça. Parce que là aussi, Gallup mesure vraiment énormément de choses, hein, parce que vous allez me dire, mais tiens, est-ce que les talents, ils évoluent dans le temps? Gallup a mesuré, non, quasiment pas. Variation possible de 17% sur le top 10, ce qui est infime. Gallup mesure plein de choses. Et du coup, bah, ça permet d'objectiver. Bah oui, si on est juste à faire passer le test et à accompagner pour que la personne puisse comprendre ce qu'il y a dedans et puisse s'identifier dans ses talents, en voyant que, ah bah oui, tiens, dans telle situation, il a utilisé tel talent, comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Ça, ça va améliorer, par exemple, là, sur l'engagement, 7%. Si vous faites ça, vous les accompagnez, vous le faites également pour toute la strate managériale et à ce que ben, dans votre système de l'entreprise, cette manière de coopérer est valorisée, là, c'est là où ça va vous apporter les 23%. D'autres chiffres, 3 fois plus susceptible de déclarer avoir une excellente qualité de vie. Je connais pas beaucoup d'approches qui permettent d'avoir ces résultats-là. 6 fois plus susceptibles d'être engagés dans leur travail. Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, les impacts sont en fait euh, vraiment extrêmement importants. Et du coup, ça change vraiment la donne dans la manière dont on va pouvoir euh, coopérer, collaborer dans une organisation, mais aussi la manière dont chacun va se sentir à l'intérieur de cette organisation, de sa vie, et va s'épanouir, va être dans son bien-être. Donc tout ça, c'est ça, c'est vraiment s'appuyer sur développer tout à chacun dans son meilleur. Quelles sont les étapes clés pour partir de là où l'organisation en est et d'aller dans cette direction? Bah déjà, il y en a qui connaissent peut-être l'expression l'escalier se balaye toujours par le haut. Bah, c'est ça l'idée, c'est que on commence par les leaders, hein, parce que si eux-mêmes, vous savez, c'est un peu comme si vous faites un projet. Si vous faites un projet pour gagner de l'argent ou si vous faites un projet parce que il y a du sens, ça va pas donner du tout le même résultat. Bah là, c'est la même chose. C'est que si l'organisation va dans ce sens pour gagner les 23% de productivité ou pour effectivement améliorer le bien-être de chacun, avec, oui, bien sûr, cette répercussion également, ça va pas du tout donner la même chose. Donc là, on commence par bah, justement ces leaders, ce patron ou ces patrons, ou ça dépend de la structure de l'organisation. Déjà, est-ce que eux, ils se reconnaissent dans ces talents? Est-ce que eux, ils voient l'intérêt de s'appuyer sur leurs talents? Et si ça leur parle, à ce moment-là, c'est intéressant d'aller plus loin par rapport à l'organisation, puisqu'on est dans une démarche qui se doit de rester sincère. Excuse-moi, c'est un garant d'authenticité aussi. Absolument, absolument. Et en plus, ça va être de toute façon les promoteurs de Ouais. cette action. Parce que ça reste néanmoins une transformation, ça reste néanmoins une inconnue, ça reste néanmoins le fait de remettre en cause certains dogmes. Donc tout ça, c'est du changement. Le changement,
pareil, ça nécessite un effort, donc on connaît les résistances au changement, etc. C'est un changement parmi plein d'autres. Donc, si effectivement, au niveau de ceux qui sont là justement au terme de leur leadership, a donné envie d'être suivis, si eux-mêmes ils sont pas passés par là, ça va être compliqué, hein. Et puis Ah, ça vas-y. oriente aussi beaucoup le mindset de la culture d'entreprise. Donc, s'il y avait Absolument, beaucoup, absolument. Et ça fait partie des responsables clés, des responsabilités clés du CEO, par exemple, la culture d'entreprise, les objectifs, qui je mets à quel endroit. Ça, c'est les trois missions clés du CEO, qui sont avant toutes les autres. Donc, on est directement en lien avec la culture d'entreprise. Là, c'est clair. ok, Une fois que, bah, effectivement, ces patrons s'y reconnaissent, bah, c'est de donner l'opportunité à chacun d'y aller. Là-dessus, c'est comme les courbes de transformation, les courbes d'adoption produit. Il y en a qui vont commencer, qui vont être les premiers à y aller, etc. Et il y aura aussi les derniers, hein. Tout le monde ne va pas partir au même moment et pas arriver au même moment. Voilà. Et on n'a jamais vu de situation sur lesquelles tout le monde y allait tout le temps en même temps. Ça, on n'a jamais eu. Et c'est pas parce que les patrons ne sont pas donnés du mal dans le fait d'inviter, etc. Par contre, dans le temps, et quand je dis dans le temps, c'est, on va dire, dans l'espace entre 9 mois et 18 mois, tout le monde finit par y aller. S'appuyer sur, bah, bien sûr, des personnes qui connaissent bien et qui sont formées pour ça. Intégrer les talents au cœur des pratiques managériales et de leadership, c'est-à-dire les remettre au cœur de ça. Quand vous discutez avec un de vos collaborateurs, c'est lui poser la question, que ce soit pour faire le débriefing d'une situation passée, sur quel talent tu t'as appuyé, soit pour qu'il puisse répéter son excellence, soit pour qu'il puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il a échoué ou eu des résultats médiocres si des fois il ne s'est pas appuyé justement sur son excellence. Et vous allez voir très rapidement que c'est quasiment aussi basique que ça. Mais aussi quand vous êtes en train de parler avec lui d'une situation à venir, que ce soit une situation qui est à venir tout court, de lui demander sur quel talent, ou que ce soit lui qui vous dise, ah bah tiens, j'ai ça à faire, je sais pas trop comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles, de l'amener à réfléchir, que ce soit sur ses excellences passées ou que ce soit sur comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ses talents dans la situation qui se présente. Et c'est aussi l'intégrer dans les programmes internes, que ce soit dans la reconnaissance, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la valorisation. C'est aussi de parler des talents dans ces cadres-là. Bien sûr, ça a un impact direct sur la culture. Alors du coup, bah, chacun joue son rôle. Euh, Au niveau leadership, c'est bah, pourquoi manager par les talents permet à l'organisation d'atteindre ses buts et ses objectifs. On en redonne du sens par rapport à l'organisation. C'est aussi partager et se mettre dans cette vulnérabilité de partager les siens et d'être accompagné. Ça reste nécessaire puisque bah, les défis vont se présenter différents en fonction de là où on en est et aussi de ce qui s'offre à nous, hein. Vous connaissez tous la variabilité somme toute important de notre environnement et de l'évolution du monde. Et du coup, c'est de vraiment mettre ça au cœur de la culture d'entreprise. Le manager, bah pareil, lui, il va suivre le mouvement. Si on distingue leadership au sens de donner du sens et donner envie d'être suivi versus management, c'est de mettre en application, mettre en œuvre bah, les décisions de l'organisation. Bah, de la même manière, vulnérabilité, partager, d'être conscient que les talents, bah, c'est aussi le meilleur de l'expression de chacun, et d'accompagner chaque collaborateur à être dans cette conscience, à être dans cette appréhension des talents, que ce soit les siens, que ce soit ceux du reste de l'équipe. Puisque quand vous commencez à vous appuyer sur les talents des autres, vous arrivez à faire, on va dire,
une mission en considérant que c'est une succession de tâches ou de petites tâches. Et bien, si chaque tâche, on se pose la question de quel est le meilleur talent, évidemment, ça va donner des résultats tout à fait différents. Et du coup, ben, bien sûr, de mettre ça au cœur des réunions bilatérales, des entretiens d'évaluation, qui soient semestriels, annuels, des réunions d'équipe, etc. Et là-dessus, on a tout un ensemble, par exemple, de petits exercices qui permettent à chaque occasion de réunir le collectif, eh ben, d'approfondir et de se rappeler les talents des uns et ou des autres, voilà, avec des choses qui sont ludiques ou réflexives. Et du coup, bah, les collaborateurs, c'est évidemment s'intéresser à ces talents et les mettre en œuvre du mieux possible pour s'appuyer sur le meilleur plutôt que sur la zone de non-talent et le faire avec ceux qui l'entourent. Excuse-moi, là, sans jugement aucun, Vas-y, vas-y. penser que le cerveau humain a un côté légitimement narcissique, exacerbé par les réseaux sociaux, hein. Mhm. Alors là, et encore une fois, c'est une remarque positive que je vois de cette méthode, c'est que ça permet de faire entrer cette dynamique narcissique qui est pas un problème en soi. Enfin, tu vois ce que je... Ouais, il y a une partie narcissique qui peut être là et certains talents sont en relation avec une forme de narcissisme. Ouais, Par exemple, le talent en compétition, c'est le fait d'être en compétition avec soi-même en toute occasion. Il y a du narcissisme là-dedans. Le talent en importance, c'est le fait d'aimer être vu comme un des maillons importants de l'organisation ou du collectif. Et aimer s'entendre dire grâce à toi, blablabla. Bien je sûr pense qu'il y a aux du jeunes générations. narcissisme. Je Comment? pense aux jeunes générations qui ont eu, du fait des réseaux sociaux, voilà, cette fibre narcissique. Donc, ça Ça peut... peut par ailleurs. Par contre, si tu veux, une chose que on remarque quand même assez souvent, c'est qu'en face du développement d'un narcissisme narcissique, je vais dire Oui, ça comme ça, tu vois, pour distinguer de la partie talent, c'est que souvent en face, il y a une défaillance de l'estime de soi et ou de la confiance en soi. oui, oui. Et là, les talents, ils vont pas du tout dans ce sens. C'est-à-dire que tu vas pouvoir permettre de valoriser l'action, le particularisme de tout à chacun, toujours par le meilleur de lui. Mais je comprends, je comprends. Enfin, oui, je comprends. Et tu vois, la petit, Oui, oui, oui. ça, Moi, ça twiste énormément quand même, hein. j'avais un biais commercial un petit peu, disons que je me dis, ça va d'autant plus plaire aux jeunes et aux RH pour féliciter l'engagement des jeunes que ça va chercher cette dynamique actuelle. Ouais, encore une fois, c'est que ça va par contre peut-être pouvoir les ramener vers quelque chose qui va, sur lequel ils vont être moins dans un narcissisme égotique, je vais dire ça comme ça. Je sais pas si c'est bon, la bonne association de mots, mais on va dire ça comme ça pour aujourd'hui. Parce que en même temps, ils vont voir que ben non, ils sont pas nuls, que oui, ils ont ces talents et que ces talents-là, ils sont toujours là. Parce que c'est ça qui est dingue aussi, c'est que quelle que soit la situation que vous rencontrez, vos talents, ils sont toujours disponibles, ils sont toujours là à ce qu'ils puissent être utilisés en fait, hein. Je comprends. Je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais j'ai vécu des situations vraiment extrêmes sur lequel, bah oui, bien sûr, je me suis remis sur mes talents, mais mes talents, même si la situation était extrême, mes talents, ils étaient là et ça m'a permis de régler au mieux et très rapidement cette situation parce que je me suis appuyé sur mes talents. Et si j'avais pas eu cette possibilité, bah, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. En conclusion rapide, on n'est pas au même niveau. Moi, je suis sur le fond sur la forme de la commercialisation, et toi, Hum. tu parles du fond, du résultat, C'est ça, c'est du fond ça. transformatif. Mais c'est comme pourquoi tu le fais. Si tu veux, je, Oui, je te parle de ça parce que c'est un peu comme tout à l'heure, je disais, il faut que les dirigeants ils soient convaincus à l'intérieur d'eux. Et il faut qu'ils aient une envie sincère de s'engager là-dedans. Encore une fois, le fait de faire un projet entrepreneurial, oui, évidemment, et heureusement que ça va te permettre de gagner ta croûte, tu vois, que tu vas pouvoir générer des richesses qui vont même au-delà de tes besoins.
Mais si tu fais quelque chose uniquement dans cette destination, ça risque d'être très compliqué. Et après, il y a la preuve par les faits où 18 mois après, c'est Voilà. génial que tout le monde adore. Mais Voilà. la petite porte d'ouverture, voilà. Oui, ah bah il y en a, de toute façon, je parlais de la courbe d'adoption, hein. On commence, pour moi, la courbe d'adoption est exactement la même que la courbe du change, est exactement la même que celle de l'adoption d'un produit ou d'un service. Et là-dessus, on va toujours commencer avec les early adopters et les innovators. Et là-dessus, j'ai souvent partagé, enfin dans d'autres formations, j'ai souvent partagé que il y a une partie qui est narcissique là-dedans. Il y a une partie qui est qu'est-ce que les autres, comment je vais pouvoir m'afficher aux yeux des autres, comment je m'affiche à mes propres yeux, Oui, comment est-ce que ça me fait me sentir différent, etc., etc. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont reliées au côté plutôt égotique. ok, merci. Mais ça n'empêche. Et ça fait partie de ton démarrage. Voilà. Donc, tu joues avec. Donc, évidemment, le manager a un rôle très important là-dedans. Et pour vous faire sourire, une métaphore comme ainsi Stéphane, euh, c'est de dire que avant le manager était comme un jardinier qui s'occupait de son jardin en élaguant les branches et en taillant des arbustes. Et que aujourd'hui, pour avoir un jardin prospère et harmonieux, le manager est comme un jardinier qui s'occupe de chaque plante individuellement et leur donne les soins nécessaires pour qu'elles grandissent et s'épanouissent chaque jour. Et les fruits de ces plantes, ben, c'est ça qu'on va récolter. Ah, tu vois, encore une qui est restée avec cette petite ligne. Celle-là, je l'ai zappée ce matin. Donc, tout ça, ça passe par de la formation, par de l'accompagnement. Pour les démarrages, ben, nous, on a mis en place deux modalités. Une modalité qui se passe en sous-groupe de 2 à 4 participants, que ce soit dans les organisations, que ce soit pour des entrepreneurs, etc. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on a cherché en fait à faire un parcours qui soit beaucoup plus impactant. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si on se tenait au minimum, enfin, à ce que nous invitait à faire Gallup au travers des formations, Gallup nous dit on fait 3 rendez-vous avec la personne pour son débriefing. Donc la structure, elle est super. Mais en même temps, vous rencontrez les gens 3 mois après, qu'est-ce qui reste? Souvent, pas grand-chose. Et vous comprenez du coup pourquoi je vous ai montré aussi tout ce qui était important de mettre en place pour avoir les résultats les plus intéressants. C'est que si c'est juste une injection comme ça, d'autres dossiers vont venir se mettre sur la pile, quoi, dans le temps. Alors que là, bah, déjà, en faisant ce parcours étalé, avec des prises de conscience beaucoup plus importantes, puisque vous avez un parcours qui est bien enrichi par rapport à ce qui se fait sur le marché, bah, ça va vous permettre d'avoir justement une rétention beaucoup plus forte. Évidemment, on a un parcours aussi en individuel. Pourquoi? Parce que bah, quand on adresse un codir, il y a des, il y a des managers qui vont être d'accord de faire ça avec leur père et il y en a, ils vont absolument pas vouloir parce que ils ne savent pas ce qui va être, entre guillemets, potentiellement révélé d'eux et du coup, ils veulent maîtriser, ne sachant pas ce qui va en sortir, ils veulent maîtriser ça de manière pleine et entière. Donc là, c'est un peu moins approfondi, mais néanmoins, on a amélioré les parcours. Et s'en suivent, bien sûr, les accompagnements, hein. Je vous ai montré à l'échelle d'une organisation ce qui peut se faire, donc que ce soit pour les équipes, les collectifs de travail. On a pareil tout un ensemble d'animations qui permettent aux collectifs de, de partager sur ces talents, d'appréhender les talents les uns des autres, de trouver comment fonctionner au mieux avec les talents des uns et des autres. On les met aussi en situation sur comment, par rapport à une situation que je rencontre, comment je vais pouvoir m'appuyer aussi et développer ma réflexion pour aller utiliser les talents des autres. Et dans les talents, bah, il y a les talents d'une manière générale. Donc ça, c'est notre fonctionnement, on va dire, dans un peu toutes les situations. Et en plus, il y a des nouveaux outils là, qui sont sortis il y a quelques années, qui sont vraiment, vraiment super, qui permet d'approfondir ces talents en situation de vente, d'approfondir ces talents en situation de leadership et également en situation de management.
Voilà. Et donc, on accompagne aussi sur comment, là, c'est une des missions qu'on fait en ce moment, c'est comment intégrer les talents au cœur des entretiens individuels, d'aller plus loin dans le fait de s'appuyer lors des rencontres d'équipe pour en mettre un petit peu à chaque rendez-vous afin bah, de renforcer justement cette culture d'entreprise. Voilà, et puis donc bah, à votre service pour ça, c'est notre métier et avec grand plaisir de répondre à vos questionnements ou à vos situations. Donc on peut se prendre, je vois que j'ai été très bavard parce qu'il est déjà 11h01, donc on a réussi à rester à l'heure sur la presse. Par contre, des questions-réponses, ça va être en bonus. Vas-y, Anne-Laure. Ouais, moi j'ai une question, merci Simone pour cette super présentation. En fait, à t'écouter, on pourrait croire que en m'appuyant sur mes talents, je peux tout faire. Même là où finalement, enfin même des actions où finalement en fait j'ai pas les bons talents pour agir, quoi. Alors, je dirais non et en même temps un peu oui. Non, au sens où, je prends donc le premier talent qui me vient là-dessus, c'est le talent communication. Talent communication, c'est une facilité, c'est un peu comme la vulgarisation scientifique. Tu vois, la personne, elle va parler d'un truc complexe de manière limpide, extrêmement claire et compréhensible par tout à chacun. Faire un choix de mots porteur du sens qui va impacter l'autre, etc. Tu vois, le talent en communication, quand tu l'as, c'est ce qui se passe. Alors, c'est les mots, c'est aussi les images, pourquoi pas la musique ou tout ça. Si toi, tu as besoin du talent en communication, mais que tu ne l'as pas, tu vas pas pouvoir te l'inventer, ça c'est sûr. Mais je vais te donner un exemple d'une dame qui revient. Euh, Elle, c'est le premier rendez-vous, je dis, bah, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris quand tu as lu, tu as commencé à lire le rapport? Ça commence par ça. Elle me dit, bah écoute, avant d'être dans l'emploi là où elle était, puisqu'elle venait de changer d'entreprise, qui du coup a mis les talents au cœur de sa culture d'entreprise, j'ai quand même été 10 ans dans la communication. Elle me dit, et je suis étonné quand même de voir que le talent communication, il fait pas partie de mon top 10. Je suis d'accord. Je dis, qu'est-ce que tu avais à faire? Une des choses qu'elle faisait énormément, c'était écrire des discours pour des gens, on va dire plutôt côté politique. Et je suis d'accord. Je dis, et comment tu t'y prenais? Et elle me décrit la manière dont elle s'y prenait. Et là, bah, évidemment, quand on fait ça, très souvent, on fait vite le lien en fait hein, avec les talents. Et là, je dis, bah, tu vois, là, tu as utilisé ton talent input. Talent input, c'est un peu recueillir en permanence tout un ensemble de choses qui pourraient servir, hein, que ce soit de l'information, que ce soit des capsules de bière, des rouleaux de papier cellophane de toutes épaisseurs, etc. Hein. Donc ça, c'est-à-dire elle recueillait énormément d'informations, elle collectait énormément d'informations qu'elle rangeait. Là, c'était pas son talent input, hein, parce que input range pas. Hein. Lui, il collecte et il rassemble. Mais juste après son talent input, en fait, elle s'appuyait sur son talent analyste. Où là, bah, analyse, c'est effectivement analyser les choses de manière plutôt en entonnoir. Et donc, certainement qu'elle faisait pas les discours de Martin Luther King, c'est-à-dire impactant au niveau du cœur tel que Martin Luther King sait le faire, enfin, savait le faire. Par contre, elle était très bonne pour aller chercher les informations, les recueillir et les mettre, les organiser de manière analytique pour pouvoir construire le discours. Et là, d'un seul coup, elle a compris en fait comment elle a fonctionné. C'est dit, enfin, c'est une des manières. Là, ça restait assez grossier, mais par rapport à ça, elle a compris. Et c'est une chose qu'on fait, en fait, quand on a, parce que des fois, on n'a pas de choix, hein, au sens où on n'a pas quelqu'un auprès de qui on va pouvoir confier cette partie-là ou aller chercher sa ressource pour qu'il contribue à notre besoin ou acheter cette prestation, hein, parce que c'est aussi au travers des prestations et tout ça. Bah, dans ce cas-là, si on n'a que soi pour pouvoir le faire, eh bien, c'est
on va regarder quels sont les deux talents qu'on va pouvoir combiner ensemble et qui vont nous rapprocher de ce que ce talent qu'on n'a pas a. Évidemment, ça ne sera pas aussi puissant, mais ça va éviter de s'appuyer sur un non-talent qui, du coup, va nous donner un résultat médiocre. Parce que si tu n'as pas le talent communication et que tu vas aller chercher comme ça va pas venir. Mais peut-être que tu as le talent empathie et tu vas pouvoir te connecter avec ceux auprès de qui tu vas faire cette présentation, par exemple, tu vois. Et là, tu vas utiliser d'autres choses. Tu vas t'appuyer sur un autre niveau de vocabulaire qui aurait peut-être pas été celui du talent de communication. Mais tu vas quand même t'orienter vers la direction que tu voulais atteindre. Donc, c'est pour ça, non et un peu oui quand même. Ok, intéressant. Merci pour la réponse. Bon, Génial. bon week-end. Salut à Avec Tiens, grand plaisir. ça. Merci de votre participation. Et à Merci, très c'était très bientôt. intéressant, Merci Stéphane. passionnant et un Merci sujet Nathalie. toujours surprenant, on va dire. On entend tellement de choses, c'est tellement varié et divers il y a beaucoup à faire. Et Ouais, merci ouais, à ouais. vous. Avec plaisir Euh, Nathalie. Au plaisir, À Cécile. bientôt. Euh, à bientôt. Au Bye. revoir. Au revoir. Merci Cécile. merci à vous. Au revoir. Merci Ciao. Steph. Merci Stéphane. Aussi, au Au revoir. revoir.